méditerranéen et que quand je suis partie à Alger en 2013, je me suis rendu compte que c'était un oiseau qui était absolument partout. Dans l'espace public, on le trouvait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des boutiques, sur les murs, sur les balcons, un peu partout. Et en fait, le chant du chardonneret est particulier et on le repère assez vite parce qu'il a un chant rapide, entrecoupé, très clair, très cristallin. Et ce chant m'a ramené... en fait, c'est vraiment un oiseau commun. Donc, mon père est algérien et ma mère syrienne, mais donc au bassin méditerranéen. Et donc, ça m'a rappelé l'oiseau que je voyais quand j'étais enfant. Et du coup, d'écrire sur cet oiseau, en fait, c'est à l'invitation de mon éditeur. Moi, j'ai fait d'abord un documentaire sonore parce que je me suis rendu compte de la place qu'occupait cet oiseau en Algérie et de l'affection que les Algériens portaient à cet oiseau. Et en écoutant mon documentaire, on m'a proposé de faire un livre et d'écrire sur cet oiseau. Donc, il y avait énormément à dire. Justement, vous partez de l'oiseau concret, sur lequel il y a énormément à dire. Vous allez de l'oiseau concret vers l'oiseau métaphore, emblème. Oui, parce que en fait, ce qui était intéressant avec cet oiseau, c'est que moi j'ai fait déjà plusieurs documentaires en fait en Algérie. Et j'avais fait lors d'un précédent documentaire où j'avais traité de la psychanalyse et de la place de la psychanalyse à Alger. Et je m'étais rendu compte que la parole des Algériens était très difficile à prendre et que en fait qu'avec le chardonneret, étonnamment, quand on commençait à parler de l'oiseau, la parole se libérait. Et du coup, en fait, l'oiseau est devenu pour moi un médiateur. C'était la meilleure façon de peut-être de mettre l'Algérien sur le divan, si on peut dire. Ou en tout cas, ça me permettait de faire, en tout cas, un portrait en creux de la société algérienne. Alors, avant d'être ce portrait de la société algérienne, c'est d'abord aussi le portrait de cet oiseau que vous donnez à voir comme oiseau menacé, comme oiseau qui est révélateur d'une déforestation de l'Algérie, d'un paysage que l'on détruit, d'une empreinte de l'homme sur la terre qui est assez négatif. Il y a cet aspect aussi, vous dites très bien, son champ s'appauvrit en variation et du coup c'est révélateur des dégradations sur Terre, en quelque sorte. Et vous le mesurez très bien en Algérie. Oui, mais parce que, alors, ce n'est pas que en Algérie qui disparaît. Ensuite, c'est vrai que la particularité du chant du chardonneret, c'est qu'il s'inspire des autres chants de son entourage. Donc, en arabe, on l'appelle hassoun, qui veut dire l'imitateur. Donc, il imite les chants qu'il entend autour de lui. Et du coup, le fait que son chant s'appauvrisse était pour moi un indicateur de la disparition des autres oiseaux autour de lui. Oui, tout à fait. Et à partir de là, ce chant est en quelque sorte aussi le fil conducteur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les documents radiophoniques, il y avait cette part de son qui était très importante. C'était le fond sonore de tous vos documentaires. Et ce même son sonore, vous essayez de le retranscrire en quelque sorte dans le récit. Et c'est moins facile, justement. Alors, c'est moins facile et en même temps, ce que j'ai trouvé intéressant de passer en fait du documentaire sonore à l'écriture, c'est que c'est cette absence d'image. Donc, il faut faire susciter chez le lecteur comme chez l'auditeur. Il faut donner des détails. Et pour moi, alors je ne sais pas, mais à chaque documentaire, à chaque création, j'ai une musique qui m'accompagne tout le temps. Voilà. Et du coup, là, évidemment, le chant de l'oiseau m'accompagnait, mais pas que. Il y a énormément de musiques qui m'ont accompagné ce récit aussi, parce que je pense que la musique laisse des traces et donne des émotions quand on les entend, mais laisse des traces réelles, en fait. Oui, et c'est ces traces que vous essayez de recueillir dans le quotidien des Algériens, mais que vous retranscrivez aussi, vous suggérez en retraçant l'histoire
enfin, l'histoire, on va dire, de la musique algérienne. Et vous partez de très loin, du 9e siècle, avec le Perse Ziryad, l'oiseau noir, jusqu'au Malkoum, jusqu'au Charbi, le fado algérien, et puis jusqu'à ce Moudjahid enfermé et enfermé avec cet oiseau, justement. Donc, il y a aussi cette histoire de la musique qui permet de donner un fond sonore à votre récit, me semble-t-il. Oui, parce que la culture en Algérie est pour moi, par rapport à la Syrie, hein, je vais essayer de faire le parallèle, est déficitaire, je dirais. Mais en revanche, la musique est un véritable patrimoine culturel en Algérie et la musique dans ce territoire est aussi variée et vaste que l'est en fait ce pays. Et du coup, c'était vraiment l'Algérie, bah, vous avez le charbi, vous avez le rail, aujourd'hui vous avez du rap, vous avez, et la musique est un espace de liberté en fait, pour les hommes. Cet espace de liberté que vous traduisez justement par tout le fond sonore du récit. Alors, chez Samy, l'oiseau choisit, le moineau, choisi pour son simple pépiment, justement. C'est le moineau qui est choisi pour son symbolisme également très fort dans de nombreuses aires culturelles. Et vous le mettez en avant dès le début parce que c'est le petit oiseau insignifiant qui, justement, est si insignifiant qu'il en devient le symbole de beaucoup de choses à dire, en quelque sorte. Et c'est ce qu'on a dès le début avec l'échange inaugural entre le baobab et le moineau. Oui, c'est vrai qu'il n'a aucune noblesse, le moineau. Il n'a pas un chant qui pourrait séduire qui que ce soit. Il est très petit. On peut même le voir peut-être en l'ignorant, sauf quand ils sont nombreux, les moineaux. Cependant, il est pour moi le symbole de toutes ces créatures, tous ces êtres humains en apparence insignifiants, sur qui on peut passer sans prêter la moindre attention, qu'on peut même écraser sans le moindre remords. Oui, j'ai choisi le moineau pour essayer quand même de dire que dans l'insignifiance, si nous avons, nous, une capacité à lire ce que nous portons comme humanité, dans ce qui est insignifiant, nous pourrions retrouver la totalité du monde, la totalité des questions que le monde se pose. Je fais porter la totalité à un oiseau qui ne représente absolument rien, un moineau que j'ai déjà utilisé comme me symbolisant moi-même, c'est-à-dire un être absolument insignifiant. Ben, je me considère dans d'autres textes comme un moineau. Alors, vous dites aussi, vous avez cette formule, les oiseaux aussi portent des forêts dès le début de l'ouvrage. Oui. Et l'opposé au baobab qui aurait oublié la graine de ses origines. Donc, ce dialogue, il est important pour bien saisir l'importance de la parole délivrée par ce moineau. Oui, parce que quand on voit le baobab, surtout quand on parle de l'Afrique subsaharienne, il symbolise, on dit la palabre, le gros arbre qui peut vivre très très longtemps. Il est énorme, le baobab. Quand un moineau se présente face à un baobab, son insignifiance peut faire rire l'arbre. C'est peut-être là la confrontation initiale. Cependant, quand le moineau rappelle au baobab qu'il vient d'une graine et que cette graine est plus petite que l'œuf d'où l'huile est sortie, on repart à la vérité des origines. Avant qu'il ne devienne le baobab qu'il est, il a été d'abord une toute petite graine qui n'avait rien d'aussi noble, qui n'était pas plus grosse que l'œuf du moineau. Par cette symbolique, j'essaie aussi non seulement de dire qu'il y a une possibilité de dialogue entre les plus grands et les plus petits, mais aussi qu'à certains moments, les plus petits peuvent révéler aux plus grands leur vérité. C'est-à-dire, ça nous introduit quand même dans une sorte de relation, d'abord, à mon avis, une relation horizontale. Je ne nie pas les verticalités dont je parle dans bien de mes livres, mais quelque part, arriver à une sorte de relation verticale qui nous permette de nous enrichir les uns avec les autres, les uns par les autres, et de revenir peut-être grâce aux autres sur nous-mêmes et grâce à nous
permettre aux autres de revenir à eux-mêmes. Le dialogue que le baobab et le moineau ont établi a été pour moi aussi riche, peut-être plus riche pour le baobab qu'il ne l'a été pour le moineau qui, lui, n'a jamais oublié qu'il est un oiseau insignifiant. Et c'est vrai que du coup, dès les premières pages, avec ce dialogue, vous nous indiquez que vous adoptiez un changement de perspective, qu'il faut changer de perspective pour regarder le monde. Et du coup, qu'on a plusieurs récits, les grands récits, les plus petits récits, mais qu'ils sont tous en complémentarité plutôt qu'en concurrence. Un peu peut-être comme si vous nous poussiez vers une réflexion sur une vision post-coloniale du monde. On en avait un peu discuté parce que c'est dit d'une façon très métaphorique, mais c'est aussi ce regard-là sur le monde qui est donné à voir à travers ce changement de perspective et de récits qui se complètent. Oui, c'est vrai que quand on parle de, bon, je reviens rapidement à Ainsi parlait mon père. Dans Ainsi parlait mon père, j'avais quand même souligné cette idée-là d'une civilisation qui a établi une verticalité qu'elle espère définitive. C'est-à-dire, bon, ben, on est situé en haut de notre propre échelle, les autres définitivement en bas. Ici, je renverse la perspective pour dire du lion, de l'éléphant au petit oiseau, c'est peut-être dans cette relation de nécessité absolue, complémentarité serait peut-être un mot un peu trop idéalisé, mais de nécessité absolue de rapport à l'un, rapport à l'autre, que nous aurions la beauté de notre humanité. Ce n'est pas dans la verticalité absolue. Et cette nécessité, le moineau ne l'oublie pas. Elle est faite aussi de rapports d'une cruauté absolue, d'une cruauté permanente. Et dans cette cruauté permanente, il y a des histoires très belles d'amour, des histoires très belles de solidarité, des histoires très belles d'empathie. C'est-à-dire, arriver à l'idée que il n'y a peut-être pas une véritable beauté quand on situe les uns en haut définitivement et les autres en bas définitivement. Il n'y a pas de réelle beauté là où on n'arrive pas à être dans l'enrichissement mutuel. On n'arrive pas à comprendre la douleur de l'autre. On n'arrive pas à comprendre la grandeur de l'autre, même quand il est insignifiant par rapport à nous. Il y a une réflexion quand même sur ce monde-là où les hiérarchies figées sont à l'origine de bien de nos problèmes aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, ce changement de perspective, en nous situant dans le regard du moineau et auparavant d'ailleurs dans la perspective de la fourmi dans d'autres ères, oui. C'est une idée qui parcourt un peu toutes vos œuvres et qui nous ramène toujours à l'idée qu'il faut de l'unité, mais aussi beaucoup de lucidité et que ce n'est pas la vérité qui compte, mais les vérités, telles qu'on peut les envisager. Et ça, on le retrouve tout au long, oui, effectivement, de vos œuvres. Et c'est une idée qui émerge progressivement au cours de dialogues. Et j'aimerais qu'on revienne un moment sur cette idée de dialogue qu'on retrouve chez Céane comme chez vous, Samy, le dialogue, l'échange, la rencontre justement de petits, de grands, d'insignifiants, etc. C'est ce qui semble être le soubassement de vos œuvres. Et donc peut-être qu'on peut s'interroger ici sur le genre que vous avez utilisé l'un et l'autre. Alors je disais pour Céane tout à l'heure, je parlais de récits peut-être auto-fictionnels parce qu'il y a une part d'autobiographie, mais il y a une part d'enquête, de documentation. Et puis surtout, il y a toute une série de rencontres, de dialogues, de voix, de récits qui s'entremêlent de toutes les histoires que les uns et les autres construisent et que vous recueillez, qui se tissent dans le texte et qui en plus nous font éclater le texte en différents espaces, différents temps. Vous pourrez nous en dire un peu plus ici ? Oui, parce que en fait, je suis partie donc sur l'enquête du chardonneret et de ce lien qu'entretenait l'Algérien avec le chardonneret. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, on me racontait l'histoire de l'Algérie avec cet oiseau. Et cette histoire de l'Algérie, c'est aussi une histoire que moi, je connais très peu parce que mon père algérien a fait beaucoup de silence sur son histoire, comme beaucoup d'enfants d'immigrés. Je pense qu'on connaît très peu notre histoire, en fait, du côté de nos parents. Et en fait, me révéler aussi mon histoire. Donc, en fait, j'ai tressé
l'histoire du chardonneret, mon histoire et celle plus générale de la société algérienne. Donc ça s'est un peu fait, je dirais, naturellement, parce que quand je disais tout à l'heure que le chardonneret avait été mon médiateur pour mettre l'Algérien sur le divan, entre guillemets, et ben, je trouve que ça m'a aussi, moi, mise sur le divan, finalement. L'écriture, Oui, c'est aussi une analyse de soi. Et oui, de et prendre le jeu, J-E, ça n'a pas été facile au début, mais finalement, c'était nécessaire parce que ça me permettait aussi de me mettre à nu par rapport à cette histoire. Et avant de vous mettre à nu, juste l'oiseau, l'évocation de l'oiseau a été systématiquement d'abord un peu la Madeleine de Proust de toutes les personnes que vous croisez, au hasard parfois, que vous croisez alors en Syrie, que vous croisez à Marseille, à Paris, à Bab el-Oued, à El Harrach, etc. Et c'est la Madeleine de Proust qui chaque fois les ramène à leur enfance, les ramène, et c'est le titre de votre ouvrage, à la mélancolie. Et cette mélancolie, vous ne la définissez pas explicitement dans le texte. Est-ce que là, vous pourriez justement en dire deux mots? Ben, disons que la disparition du chardonneret aujourd'hui, c'est aussi la disparition d'un monde et c'est la disparition de leur enfance. Parce que finalement, le chardonneret, le lien, en fait, pourquoi c'est surtout les hommes qui en parlent dans mon documentaire ou dans mon livre, c'est parce que en fait, c'était un oiseau qui était chassé le week-end. Ça faisait partie de leur hobby, en fait, et qui se transmettait de père en fils. Mais aujourd'hui, l'oiseau a pratiquement disparu, en fait, du territoire algérien. Je crois qu'il en reste 5% à l'état sauvage. Alors, évidemment, il y en a 6 millions dans les cages, ce qui est énorme, mais 5% à l'état sauvage, moi, je n'en ai jamais vu, par exemple, en Algérie à l'état sauvage. Et vous décrivez très bien toutes les pratiques qu'il y a autour justement de cet animal sauvage qui est aimé et qui est pourtant mis en cage, toutes les pratiques qui font que certains prennent des risques énormes. Ils encourent, vous précisez, 2 ans de prison, 1 800 € d'amende. Certains se sacrifient pour acheter des McNeil. Il y a des battles de rue, des concerts de cage en cage dans les rues. C'est tout un quotidien du village algérois, en quelque sorte, que vous donnez à voir à travers cette pratique de l'élevage du McNeil. Oui, mais parce que en fait, cet oiseau, c'est vraiment, c'était en fait toute la complication, c'était de savoir quel était vraiment le lien que les Algériens et pourquoi avec cet oiseau particulièrement. Alors en fait, c'est parce que c'est un oiseau qu'on retrouvait partout avant, encore une fois, et vraiment qui venait, que les Algériens avaient l'habitude de voir, qu'ils avaient l'habitude de chasser, qui avait un chant exceptionnel, et je pense que c'est aussi l'importance de la musique de cet oiseau, et qui est très, très joli dans ses couleurs, hein, c'est un très bel oiseau, mais aussi qui a une sociabilité intéressante. En fait, on peut vraiment, cet oiseau, l'apprivoiser, en fait, en faire un animal de compagnie. Les Algériens sont des éleveurs d'oiseaux, en fait, par tradition. Le chat et le chien, ça serait plus chez nous, c'est plus en Occident qu'on a cette relation avec ces animaux. Eux, ils ont plus ça avec les oiseaux. Et bah, celui qui a le privilège d'être le plus aimé, c'est le chardonneret. Alors, le privilège, oui, non, parce que bon, en même temps, il est enfermé. On le retrouve en cage. Mais vraiment, c'était aussi ce qui était étonnant, c'était de savoir que, en fait, pour eux, le chardonneret, l'écoute de son chant, c'était une méditation pour ces gens. Voilà, ça les faisait, ça les faisait partir c'était quelque chose qui les apaisait énormément et qui, moi, je pourrais même comparer ça à du soufisme, quelque chose de très En quelque sorte. Mais en tout cas, voilà, la première lecture, ça apparaît d'abord comme ce fil conducteur qui vous permet de mettre en relation des gens qui vont finir par dialoguer, discuter avec vous, les barrières tombent et effectivement, ils se mettent à raconter des histoires, des légendes, des mythes, tout ce
tout ce qu'ils ont créé autour du Maknim, et c'est ce qui fait votre récit. Alors, chez Samy, le choix a été fait de la fable, du genre de l'apologue, qui replace votre texte, alors qui renoue avec le dialogue et l'oralité de vos anciens, et qui vous permet aussi d'être dans une généalogie littéraire très lointaine qui met en relation les deux continents. Donc, il y a le choix de la fable qui a une particularité, c'est qu'il naturellement, il met en scène les animaux anthropomorphisés qui nous parlent de l'humain, mais qui a une autre particularité chez vous, c'est que ce sont les fables du moineau, alors qu'on a l'habitude de dire les fables de La Fontaine, les fables d'Ésope, donc de mettre l'accent sur le créateur. Ici, c'est l'animal qui devient le créateur de ces fables et qui est mis en avant, bien avant l'homme, en quelque sorte. Oui, mais j'ai choisi le moineau comme le vrai auteur de ces fables-là pour une raison, rester dans la logique quand même de cette idée d'insignifiance. Par rapport au petit garçon avec qui il lit son pacte, on sait quand même que lui, il a une vie beaucoup plus brève. À l'échelle du moineau, elle est beaucoup plus brève. Et lui, comme créateur, dans ce pacte de souvenirs, est peut-être celui qui porte le plus la mémoire de ce village où il a eu le temps de regarder, le temps de subir aussi, le temps de voir subir sans que personne lui ait accordé une importance. Je n'ai pas voulu me substituer à lui, même si quelque part, oui, je me fais moineau à sa place et il se fait moi à ma place. Et je n'ai pas voulu me substituer à lui dans la mesure où ça n'aurait pas changé la perspective si moi je parlais du moineau. Mais que le moineau parle. Alors, deux choses. D'une part, le moineau vous permet de dire que tout le monde appartient à la commune condition du vivant et qu'il n'y a plus cette hiérarchie entre les deux règnes, on va dire. Et puis, ce moineau, je vous rappelle quand même que vous le mettez à mort à la fin et que c'est quand même le narrateur, Aboubacar, adulte, qui reprend le dessus. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire parce que comme lui, il a une vie beaucoup plus brève, sa parole a un peu plus de poids. D'ailleurs, il le dit, le moineau le dit à Aboubacar. Les récits en extension seront d'Aboubacar, mais lui, il dira l'essentiel. C'est-à-dire, d'emblée, il dit ça, lui, il dira l'essentiel dans la mesure où, bon, il n'a pas beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est sur cette base que le baobab lui dit de raconter. Le baobab lui dit, ta vie est beaucoup plus brève que la mienne, donc c'est toi qu'il faudrait écouter, puisque moi, j'ai le temps. Toi, on doit t'écouter puisque ta vie est brève. Et il meurt, mais même au moment où il meurt, c'est lui qui continue à parler puisque c'est sa voix que Aboubacar continue de faire entendre. Ou bien c'est à lui que Aboubacar continue de raconter le monde qu'il a quitté. Le monde qu'il a quitté, qui va même être raconté par une autre voix, celle de la postface d'Ananda Devi. C'est-à-dire, c'est au moineau que Aboubacar et l'auteur Ananda Devi continuent de parler. Le moineau est au cœur de ce pacte du souvenir qui nous place par-delà la mort. Le moineau se situe par-delà la mort. Alors, le moineau, la voix du moineau, c'est aussi celle qui vous permet de revenir à votre part d'humanité, à cette part trouble d'humanité. Et j'aimerais revenir sur la relation qui s'établit entre Aboubacar et le moineau, qui se comprend peut-être mieux quand on remet en perspective avec Ainsi parlait mon père. Dans Ainsi parlait mon père, il y avait un dialogue également, mais entre le père et l'enfant. Il y avait 600 aphorismes qui révélaient la puissance de la pensée du père. Or, ici, dans le dialogue avec le moineau, on a l'impression que cette force tutélaire s'efface et que Aboubacar prend sa liberté, que la relation entre le père et le fils qui était remplie de tensions, de conflits de génération, d'étouffement, dans les fables du moineau, se faisait une relation plus tendre, avec moins de tension, mais qui ouvrait peut-être davantage le dialogue et les perspectives. Dans Ainsi parlait mon père, il y avait une notion de transmission. Qu'elle soit apaisée ou pas, la transmission suppose une hiérarchie. Mon père, il est là avant moi, il a une expérience très grande par rapport à moi.
il est celui qui me transmet à la fois le métier de la forge, que je n'ai pas pu exercer quand même, et la sagesse qu'il croit ou qu'il a réellement acquise avant moi. Dans ce cas-là, il a fallu, dans ce texte, écouter mon père avant que dans la deuxième partie, je prenne la parole sans mon père, que je suis censé parler après sa mort. Alors que dans le dialogue établi avec le moineau, on n'est pas dans une hiérarchie. La hiérarchie, elle n'existe ni du moineau comme au-dessus, ni d'Aboubacar comme au-dessus. On est dans une relation de regard sur le monde. Le moineau, et de regard croisé, puisqu'il y a une histoire qui est dite, qui est relue, qui est redite, qui est formulée. Voilà, de regards croisés complémentaires sur le monde, sur sa beauté quand même, sa beauté qui est inscrite dans ce que j'ai appelé la fleur de la vie, c'est-à-dire la mort. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Le souvenir renvoie à la mort. Et quand on prend la mort comme une forme de conclusion de notre condition, c'est vrai qu'on n'a plus besoin de hiérarchie. On est plutôt dans une relation tout à fait étale. Le monde est vu comme un lieu où ce n'est peut-être pas la taille, la longévité, l'expérience qui prévalent, mais cette nécessité d'existence qui nous amène parfois à nous servir des autres, à les détruire, à les consommer dans le règne animal, dans le règne animal. Voilà. Et on voit bien dans les deux textes, le Chardonneret comme le moineau sont là finalement pour donner des leçons. Et je vais revenir tout à l'heure précisément sur ce terme de leçon, mais en tout cas, il nous mène, l'histoire des oiseaux nous mène à l'histoire des hommes et nous mène aux passions des hommes, nous mène à la mémoire des hommes. Il y a ce rapport à l'homme qu'on peut questionner dans vos deux textes. Alors, Séham, par exemple, tout d'abord, on voit bien comment les hommes possèdent l'oiseau et puis finalement deviennent comme le dit Phil de la Bruyère, ils sont possédés par l'oiseau et parce qu'ils sont possédés par l'oiseau, ils changent de nature. Vous dites de votre cousin, il vous semble une autre personne parce qu'il possède cet oiseau. Et donc finalement, cet oiseau va vous permettre de révéler ce qu'est la société algérienne ou ce qu'est cette société algérienne coincée dans certaines pudeurs. Cette société algérienne qui finalement a des invisibles. C'est ces invisibles que le Chardonneret va vous aider à dévoiler. Les invisibles que sont les femmes, et vous parlez d'une société sans elles, et il y a ce double mot, bien sûr, ce jeu sur elles, A-I-L-E, et puis elles, les femmes, le pronom. Donc, c'est une société sans elles, et c'est une société également sans le sentiment amoureux. C'est au moins ces deux invisibles, comme vous les appelez, qui émergent grâce à ce Chardonneret que vous pourchassez d'une certaine façon. Oui, parce que en fait, ce qui était très drôle, au moment où je m'interrogeais sur le fait que c'était surtout des hommes qui possédaient cet oiseau, j'étais partie voir un animalier qui m'avait expliqué, donc à Alger, que c'était normal parce que en fait, les femmes s'intéressaient plus aux chats qui étaient comme elles des personnages d'intérieur. Et donc, en fait, le Chardonneret, il faut savoir qu'à Alger, il est assez fréquent de voir des hommes sortir avec leur cage à oiseaux pour les promener, parce qu'ils font très attention à leurs oiseaux, mais il faut qu'ils leur fassent prendre de l'air, qu'ils les mettent au soleil, mais bon, ils ne doivent pas avoir trop froid, donc on peut même leur mettre des petites couvertures. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de... et je trouvais qu'il y avait une sensibilité à cet endroit-là, et une façon de s'occuper de l'oiseau qui était presque de l'ordre du sentiment amoureux, en fait. Qui ne dévoilent pas avec leurs copines. Voilà, mais qui peuvent faire plus facilement avec leur oiseau, par exemple, le prendre, le faire des petits bisous. Alors, vous voyez des gars, pourtant assez baraqués ou même avec des barbes, etc., avoir ce côté assez tendre, en fait, avec l'oiseau. Et je trouvais ça très, très, très joli, en fait, et très poétique, finalement.
parce qu'on dit souvent que l'homme algérien est très macho, qu'il est ceci, etc. Et là, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui ressortait, qui était assez joli à voir. Joli à voir, mais paradoxalement, c'est aussi ce chardonneret qui vous révèle toutes les traces du patriarcat dans la société algérienne, qui révèle ces histoires de lieux interdits pour les femmes, qui vous permet de revenir au souvenir de votre mère qui brave un interdit, qui vous permet aussi de témoigner de cette scène où vous êtes pourchassé dans la rue parce que ce n'était pas le bon moment, le bon lieu, etc. Donc, le chardonneret est très ambivalent finalement dans cette histoire. Oui, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'en fait, moi, je suis quand même une enfant d'immigrés, donc j'ai aussi été construite par la France, évidemment, mais par ma mère qui est syrienne, et donc j'ai une autre façon de voir aussi les choses, et c'est sûr que pour moi, quand j'arrive en Algérie et que je vois que les femmes ne sont absolument pas dans l'espace public, et presque où elles sont là, mais elles passent très vite, elles rasent les murs, moi, j'arrive, je ne comprends pas tout de suite, le premier truc que je fais, c'est moi, j'y vais et je me dis, je vais m'imposer. Je vais m'imposer dans un truc où, en fait, finalement, je n'ai pas les codes tout à fait parce que j'ai d'autres codes et j'ai d'autres regards, en fait. Alors, moi, j'arrive, je me balade normalement, comme je ferais ailleurs, et je me rends compte que finalement, en fait, c'est pas si facile. Non. C'est pas facile de le faire. Et vous êtes pourchassé, justement, comme le chardonneret. Je ne peux même pas rester dans un café tranquillement. Ouais, sans avoir 15 regards qui me laissent entendre que je ne suis pas à ma place. Alors, chez Samy, la morale, elle prend une autre forme. En fait, de morale, vous précisez bien qu'il n'y a pas de… Le moineau précise bien qu'il n'y a pas de donneur de leçons, il n'y a pas d'apologue moralisateur, il n'y a pas de morale consensuelle, mais plutôt, vous êtes à la recherche du dissensus constamment dans le texte, en mêlant tous les récits, toutes les voix des animaux. Et ça vous permet de mettre en valeur deux choses, c'est la cruauté, dont vous avez un peu parlé tout à l'heure, la cruauté qui fait partie de l'humaine condition, et puis le lien entre la vie et la mort qui donne finalement sens à tout ce que l'on fait dans la vie. Oui, c'est vrai que cette notion de cruauté, je l'ai située quand même à deux niveaux. La nécessité, ça c'est vrai, chez les animaux, on l'observe chaque jour à toutes les secondes de l'existence. Hein, ils sont dans la nécessité, les uns les autres, de tuer pour vivre. De la petite fourmi quand même qui s'en prend à la chenille, au lion qui peut tuer n'importe quel animal, même l'éléphant, l'éléphanteau ou la girafe. Et ils sont en train de tuer. Les herbivores peut-être épargnent d'autres animaux, mais peuvent les piétiner, les tuer. Et cette cruauté-là, elle est inscrite dans ce que le monde nous a légué comme leçon. C'est dans le lien qu'il y a une possibilité de vie, que ce soit les oiseaux, les animaux qui vivent dans les trous, ceux qui sont dans les arbres. Cette nécessité est là. La cruauté, elle est inscrite aussi au cœur des civilisations humaines. À un moment, quand on fait un regard très apaisé sur notre humanité, même les périodes que nous chantons aujourd'hui comme ayant été belles ont été aussi des périodes de cruauté. Mais le deuxième niveau de cruauté dont je parle, c'est plutôt quand elle devient hors nécessité. Et c'est vrai que dans l'espace que nous connaissons comme étant celui de la vie, l'être humain est celui qui a réussi aussi à établir des liens de cruauté hors nécessité. Il peut le faire pour le plaisir, il peut le faire sans que ça renvoie à sa survie. Et ça, le moineau rappelle cette cruauté-là aussi. Aboubacar rappelle cette cruauté-là aussi. Je dis qu'il n'y a pas de leçon parce que je ne suis pas parti de l'idée qu'il faudrait qu'on arrive à une existence où l'amour serait le seul lien. Je sais quand même que l'amour, c'est aussi à un moment passé par la mort. L'amour de la lionne, c'est savoir tuer pour nourrir ses petits. L'amour du lion, c'est parfois savoir tuer pour protéger sa femelle et ses petits. L'amour du lion, le mâle, parfois, c'est même une cruauté encore plus grande, et j'en parle, c'est tuer les petits de la femelle pour que lui, il puisse avoir les siens, la rendre tout de suite disponible. Donc, cette sorte
disons, de fables universelles découpées en plusieurs fables. Bon, si je devrais dévoiler ce qui en est l'image unique, je reviendrai quand même à celui qui me servait déjà de guide dans Ainsi parlait mon père, Nietzsche. Par-delà le bien et le mal, j'ai situé mes fables par-delà le bien et le mal. Et c'est cette ambivalence qui fait encore le lien entre les deux textes que nous avons aujourd'hui. Et notamment, vous concluez bien sur cette idée que finalement, vous parlez de cruelle et mystérieuse fraternité universelle. Cette cruauté, elle est nécessaire quand elle n'est pas simplement un moyen de jouissance, de réjouissance pour l'humain. Alors, le temps passe. Peut-être qu'il aurait fallu mettre l'accent aussi sur le fait que dans les deux récits, il y a un rapport très net entre l'histoire personnelle et la grande histoire. Alors, Sam, vous avez commencé à en parler au début. Il y a ce lien très fort qui vous permet, à partir de l'oiseau, du chardonneret, d'aller vers l'histoire de l'Algérie en général. Et vous avez quelque chose des réminiscences qui vous permettent de rebâtir l'histoire de l'Algérie, mais de montrer notamment que cette histoire, elle s'écrit sur des légendes, c'est de la fabrique, de la fabrication, exactement comme vous-même, vous êtes obligé de fabriquer votre histoire personnelle à partir de récits, de on-dit, de légendes, et que c'est la même fabrique que l'on a pour l'histoire de l'Algérie, qui est une histoire douloureuse et inguérissable, dites-vous. Oui, alors parce qu'il ne faut pas oublier que c'est comme beaucoup de pays en Afrique, c'est quand même des sociétés d'oralité. Donc, en fait, rien n'est écrit. Et moi, je me souviens très bien quand j'étais petite et que ma tante nous racontait ma tante Fatima en Algérie nous racontait des histoires. C'était toujours incroyable. Et il y avait une imagination débordante finalement dans tout ce qu'on nous racontait. C'était des histoires qui nous faisaient pleurer de rire, de passer du rire aux larmes. Enfin, c'était incroyable. Elle avait vraiment un don, comme beaucoup en fait, d'Algériens ont des dons pour raconter les histoires. Mais moi, je vois par exemple que, en effet, mon père qui est parti d'Algérie ne nous a jamais raconté son histoire. Par contre, il y avait des grands silences sur son histoire avant son arrivée en France, comme si elle ne valait pas la peine d'être racontée, en fait, cette histoire, ce vécu. Et pour moi, c'est très important parce qu'en plus, j'ai fait des études d'histoire. Alors, peut-être pas pour rien non plus, mais du coup, j'avais envie de comprendre aussi l'histoire de l'Algérie, qui a toujours été une histoire très particulière en France et quelque chose de presque tabou et dont on connaissait peu de choses. Et moi, l'histoire de l'Algérie, je la connaissais parce qu'on avait appris, nous, en France, et pas parce qu'on me racontait en Algérie. Alors, il y a toujours eu une quête, je pense, de partir à l'origine de cette histoire. Et je trouvais que le chardonneret, c'était exceptionnel aussi parce que c'était aussi ce médiateur qui me permettait de faire raconter des histoires aux gens et du coup de raconter même des histoires qu'ils ne racontaient pas. Par exemple, les années noires, c'est des histoires qui ne se racontent pas encore aujourd'hui en Algérie. On n'arrive pas encore à mettre de mots parce que c'est un traumatisme qui est trop récent. Mais étrangement, avec le chardonneret, on me racontait des histoires sur ces années noires. Et voilà, petit à petit, j'ai quand même tiré le fil et en fait, je m'apercevais que c'était pareil. On ne sait pas en fait d'où vient ce lien entre l'Algérien et le chardonneret, pourquoi l'Algérien, par exemple, met cet oiseau en cage, etc. Tout ça, on ne le savait pas. On ne savait pas d'où ça venait, de qui ils avaient hérité tout ça. Mais petit à petit, en tirant le fil, je me suis rendu compte que c'était des histoires beaucoup plus anciennes et que ça venait des Ottomans et que ça venait même peut-être même d'avant. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, en fait, de voir le révélateur et ce que faisait dire cet oiseau. Alors justement, cet oiseau, depuis tout à l'heure, on le voit comme médiateur, révélateur. Il est celui qui tisse le texte ou les voix dans les deux récits que l'on a, que ce soit chez vous, Sam, ou chez Samy. Alors chez Samy, c'est certainement votre texte le moins engagé, le moins politique, le moins lié à la grande histoire. Et pourtant, cet oiseau, il est ici passeur de frontières qui vous permet de vous hisser à la hauteur de l'universel en quelque sorte, de dépasser toutes les frontières des genres, des voix, etc. et de passer à plus de hauteur vers l'universel.
Vous pouvez nous en dire deux mots justement de ce passeur de frontières? Oui, j'ai pris l'oiseau pour cette raison d'ailleurs, parce que il vole, il voit la terre. Il se pose aussi sur la terre, il se pose sur les arbres et aussi il porte des arbres en lui, puisque bon, grâce à lui, certains arbres se déplacent par les graines qu'il avale lui. Et l'oiseau aussi, parce que quelque part, il me symbolise relativement mieux, en ce sens que si je le situe dans mon village, c'est quand même pour parler de mes racines. Parce que l'histoire du village est quand même très bien traduite à travers certaines histoires, le chien noir, la brebis, et le caméléon, tout ça. Et en même temps, parce qu'il a des ailes, les racines ne me condamnent pas à une sorte de vision figée du monde. L'oiseau sait retrouver son nid, mais comme il bouge aussi dans les airs, se pose sur les arbres, il voit beaucoup d'autres choses qu'il ramène dans son nid. Donc, avoir des racines, le village, le baobab, avoir des ailes, l'oiseau, ne pas être figé dans ce que nous avons parfois tendance à considérer comme notre identité. Avoir peut-être conscience de cette identité, de ces racines-là, mais ne pas oublier que ce sont les ailes qui nous permettent de nous enrichir de ce que le monde a comme beauté, en dehors de nous. Et c'est vraiment quelque chose qui est présent dans les deux textes, puisque ces métaphores des ailes et des racines, on les retrouve véritablement chez Séham d'une toute autre façon. Alors, on va passer aux questions, parce que je vois qu'il y a une question qui s'affiche, question du public. Oui, je vous la lis. Est-ce que le recours à la figure animale permet plus de liberté pour pointer les travers des sociétés et des dérèglements dans la sphère intime aussi? Alors, peut-être qu'elle s'adresse à Séham où on avait parlé des invisibles de la société algérienne, mais je pense que Samy pourrait dire quelque chose aussi. Mais Séham, peut-être à vous? Je n'ai pas compris la question, en fait. Est-ce que le recours à la figure animale permet plus de liberté pour pointer les travers des sociétés et des dérèglements dans la sphère intime aussi? Je ne pourrais pas dire, mais en tout cas, moi, ça m'a permis la figure animale, en tout cas le chardonneret, m'a permis en effet de dire beaucoup de choses sur cette société. Beaucoup plus, je vous ai dit, que sur l'installation de la psychanalyse ou sur des dossiers beaucoup plus... après, je ne sais pas, je pense que quand on touche à la passion des hommes, il me semble que la passion fait énormément parler aussi, en fait. Ça libère la parole, en fait. Ça a libéré les paroles. Je pense que... Oui, pardon. Non, allez-y. Il y a une deuxième question qui est peut-être plus pour Samy, d'après ce que je semble comprendre. Est-ce que dans vos récits, vous vous intéressez à apprendre une morale au lecteur comme dans les fables classiques? Alors que justement, vous ne voulez pas en donneur de leçons. Non. Oui, disons que je laisse au lecteur la possibilité de tirer des leçons, parce qu'il y a une possibilité de tirer des leçons. Elles ne sont pas définitives parce qu'il y a des leçons qui annulent d'autres aussitôt, pour montrer que rien ne peut être aussi linéaire, aussi figé, même dans ce que nous appelons la morale. Il y a une notion peut-être de relativité de l'instant, de la leçon qu'on peut tirer. Devrions-nous avoir de l'empathie même pour notre ennemi? C'est l'histoire de la poule avec l'épervier qui lui a pris un poussin, mais dont les petits ont été tous mangés par un serpent. Devrions-nous avoir de l'empathie pour quelqu'un qui peut-être nous a fait du mal? C'est l'histoire de l'antilope qui a de l'empathie pour la lionne dont un lion venait de tuer les petits. Mais cette lionne est aussi celle qui a tué le petit de l'antilope. C'est-à-dire, toutes les leçons que je donne sont tout de suite relativisées par leur contraire. Et elles et leur contraire font partie de cette totalité dans la vie. S'il n'y avait pas de contradiction, même en nous, en chacun de nous comme individus, je crois que nous serions d'une simplicité qui nous serait insupportable à nos propres yeux. C'est parce que nous sommes pleins de contradictions que parfois nous avons la possibilité d'aspirer vers autre chose que ce que nous croyons être, vers autre chose que ce que nous croyons comme un idéal. Donc, je ne donne pas de leçons définitives, mais le lecteur peut en tirer plusieurs qui se relativisent les unes les autres.
D'autant plus que dès le départ, il est bien précisé, il y a les deux mots-clés, c'est lucidité et les vérités. Non pas Voilà. l'humilité et lucidité, c'est le cœur de votre récit, en quelque sorte. C'est ce que symbolise le moineau. Il peut être humble quand même, ben oui, quand il veut parler de plus grand que lui, il faut quand même un peu d'humilité. Et sinon, pour la première question, est-ce que les animaux, le recours à l'animal permet plus de liberté? Peut-être oui, parce que quand on n'est pas dans le récit immédiat où on invoque, où on convoque des figures reconnaissables, même si on reconnaît certaines à travers les animaux, on se sent un peu plus libre. Je crois d'ailleurs que ça a été le but de la fable quand même, c'est pouvoir dire beaucoup plus librement des choses qu'on pourrait le faire en partant directement des humains. Et chez Sean aussi, il y a cette idée de liberté, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Le chant, par exemple, c'est l'espace de liberté pour l'Algérien, d'une certaine façon, et c'est aussi ça qui construit ensuite ce que vous appelez votre algérianité. Vous vous êtes retrouvé par la musique, par les airs musicaux, et c'est votre espace de liberté peut-être aussi, d'une certaine façon. Oui, peut-être aussi, mais je voulais rajouter par rapport à l'oiseau, en fait, qui n'a pas de frontières. C'est ça aussi, quand il vole dans le ciel, il n'a pas de frontières, contrairement à nous, humains, qui sommes là avec nos frontières, et ce qui est d'autant plus vrai, je pense, dans les pays africains, où voyager n'est pas à la portée de tous. Moi, je peux voyager parce que j'ai un passeport français qui me permet d'aller partout où je veux dans le monde. Et voilà, et ça, c'est incroyable. Moi, quand je vais là-bas, je me rends compte que la plupart ne sont jamais partis. Alors, pour certains, OK, bon, maintenant, c'est plus les villages. Quoique pendant longtemps, ça a été ça. Moi, ma grand-mère n'était jamais sortie de son village. Mais des villes ou même, enfin, voilà, de traverser des villes, c'est déjà compliqué. Alors, traverser des pays, pas du tout. Et je pense que c'est ça aussi que ça vend comme part de rêve aussi. L'oiseau, c'est vraiment cette liberté d'aller où il veut, quoi. Et on retrouve donc cette image du passeur. Le terme passé, passage, simple passager, c'est des mots-clés dans vos deux textes, dans vos deux récits, justement. Et c'est certainement cette métaphore de l'oiseau qui la rend possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public, d'autres questions que l'on pourrait lire? Peut-être qu'Adélaïde ici peut nous en dire plus. Alors, il n'y a pas plus de questions pour l'instant. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais dans ce cas-là que l'on revienne sur une idée que l'on retrouve aussi dans les deux textes. C'est le moineau, et on a la même idée avec le chardonneret. Le moineau met l'accent sur l'urgence de raconter. Pourtant, il y a pas de... C'est pas une littérature engagée, c'est pas une littérature qui dénonce une tragédie, comme il y en a eu par exemple en Algérie pendant la décennie noire, où il y avait une urgence à témoigner. Et pourtant, dans les deux textes, il y a cette idée d'urgence de raconter. Page 12, par exemple, dans les fables du moineau. D'où vient cette urgence? Disons que l'oiseau, ici le moineau, venait d'échapper à la mort. Il a failli se faire manger par un chat. Il échappe à la mort avant qu'il n'entame son dialogue avec le baobab. L'urgence de raconter vient de la conscience qu'en vérité, nous ne savons pas pour combien de temps nous sommes sur cette terre, que nous soyons sur un arbre ou au sol, nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Et c'est d'ailleurs le baobab qui lui met en tête cette idée d'urgence à raconter s'il vient d'échapper à la mort. Et le baobab lui rappelle que peut-être avant la tombée de la nuit, un autre chat pourrait finalement l'avoir. Et nous sommes un peu comme ces oiseaux-là, sous la menace peut-être d'un chat invisible dont nous avons conscience ou n'avons pas conscience. Donc, cette urgence vient de ce sentiment-là, ce sentiment que nous sommes là, mais nous ne savons pas pour combien de temps. Mais en même temps, le souvenir, à un moment, on se rend compte qu'il ne faut pas non plus, si on veut le restituer, il ne faut pas non plus remettre ce travail-là toujours à plus tard, quand j'aurai tel âge, quand j'aurai tel âge. Tant que c'est possible, il faut faire ce travail-là du souvenir. Il y a urgence en ce sens que nous sommes
tout à fait provisoirement vivant. Alors, vous avez une question, c'est Anne qui vous est adressée. Comment votre récit a-t-il été reçu par les lecteurs et lectrices en Algérie? Eh ben, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas arrivé là-bas. Donc, mais en tout cas, les Algériens en France l'ont très bien reçu. Et puis, parce que je ne fais pas non plus... parce qu'en fait, je m'interdis de faire des tableaux, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Et en fait, les hommes sont beaucoup plus complexes que ce qu'on laisse à dire. Et en fait, moi, l'urgence de raconter aussi vient du fait que, voilà, moi, je n'allais plus en Algérie pendant la période du terrorisme. Donc, j'allais que en Syrie tous les étés, donc dans le pays de ma mère. Et je vois qu'aujourd'hui, la Syrie, ça fait 10 ans qu'elle est en guerre. Et en fait, les images qu'on nous donne à voir de la Syrie me font très mal parce qu'on parle toujours de la guerre et de ce côté très négatif, en fait. Mais on ne parle pas du peuple, on ne parle pas de ces gens qui habitent là-bas, de toute la beauté qu'il y a aussi. Et je trouvais que l'Algérie, peut-être que le fait qu'il y ait eu la guerre en Syrie, du coup, m'a ramenée en Algérie et m'a aussi fait revenir à ces racines-là, nous montrer tout le temps une Algérie du terrorisme. Et je trouvais ça très triste, en fait, aussi. Et je pense qu'il y a urgence à raconter pour aussi dire, ce n'est pas que ça, en fait. Moi, je n'ai pas que ça dans mes souvenirs. Alors, j'ai 40 ans aujourd'hui, donc aussi, j'ai mon enfance qui s'éloigne, mais je veux raconter aussi cette enfance que j'ai vécue, en fait, qui est assez drôle dans toutes ces aventures, de ne pas avoir l'électricité, de ne pas avoir de l'eau. C'était des choses très courantes dans ces deux pays. En fait, quand on était petit, aujourd'hui, on dit ça, on nous regarde comme si c'était incroyable de pouvoir allumer la bougie ou d'aller au puits prendre de l'eau. Mais voilà, je pense qu'il faut raconter maintenant. Et il ne faut pas oublier, en fait, les hommes qui a derrière tout ça, leur histoire beaucoup plus complexe. Alors, on a une dernière question pour Samy. Oui. Faire figurer des animaux dans ce récit, leur donner un relief par leurs différentes scénarisations et voies narratives, est tout de même un acte novateur dans la création littéraire francophone subsaharienne. Mon questionnement est double. Samy, vous inscrivez-vous par cette production dans le sillage de littérature africaine post-coloniale ou post-moderne? Oui, disons que cette inscription, elle est faite de toutes les façons, que moi je le sente ainsi ou pas. Je pense quand même qu'à un moment, là, je reviens vraiment à cette idée de modestie, de rester humble, parce que le sens qu'on donne à nos textes dans les institutions universitaires où on les anoblit est au-dessus de ce que nous pourrions en dire. Donc, c'est vrai que personnellement, je ne dirais pas je m'inscris dans le post-colonial ou pas, mais je sais que pas mal d'articles ou même de recherches en thèse qui sont faites sur mes livres les inscrivent dans ce schéma-là. Donc, j'ai appris même à m'y intéresser parce que on me parle de, parce que n'étant pas universitaire, c'est vrai que ces questions-là, je ne me les posais pas quand j'écris un texte. Après, j'ai compris quand même qu'ils peuvent entrer dans ce cadre. Et que dans les travaux universitaires, vous êtes placé justement dans la nouvelle génération qui va vers le post-moderne. Voilà. Oui, oui. Alors que maintenant, on peut dire qu'une nouvelle génération, ou même deux sont déjà arrivés, parce que moi, j'ai commencé à publier des livres, ça fait il y a 33 ans, et qu'on a quand même des auteurs comme Mohamed Mougassar, qui a 30 ans et déjà une œuvre, en 3 livres, donc on a quand même des générations qui sont, au moins une deuxième génération qui est arrivée, dont nous pourrions nous dire des pères. Et alors, il y a une autre question. Les lecteurs francophones sont habitués à interagir par le biais de la lecture avec des personnages humains. Ne pensez-vous pas, Samy, que ce choix pour des animaux consacrera le rejet de cette œuvre personnage, le rejet de cette œuvre, pardon. Voilà, ça a été rectifié. Est-ce que ça ne consacrera pas, est-ce qu'il n'y aura pas rejet de cette œuvre qui met en scène des animaux? Mais je ne suis pas sûre que ce soit juste de dire qu'il n'y a pas de
de personnages et pas de bestiaires dans la littérature francophone subsaharienne. Oui, j'allais dire, bon, ben, Birago Diop. Oui, en battez pas. Les contes de Birago Diop ou Senghor lui-même, Luc le Lièvre. Ben non, il y a quand même dans les œuvres africaines beaucoup de textes où l'animal est très présent. En entendant le vote des bêtes sauvages de Amadou Kourouma, non, les lecteurs africains, au contraire, sont habitués à ce que l'animal intervienne énormément dans les textes. Et si ce n'est pas la fable, c'est au moins le conte. Beaucoup de contes, quand même, on fait l'éducation littéraire de pas mal d'Africains. Avec Birago Diop, ne serait-ce que dans l'Afrique francophone, Birago Diop est l'une des références classiques quand même pour nous. Donc non, ce n'est pas quelque chose d'inédit pour eux. Peut-être la démarche, fable pourrait ne pas, mais ils lisent quand même beaucoup les fables de La Fontaine. Voilà. Dans le conte, oui, mais tel que vous le formulez, je pense que la personne qui pose la question veut mettre l'accent, et peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment montré pendant cet entretien, sur le rapport avec le tissage des voix narratives, ce regard entre le jeune Aboubacar et Aboubacar l'adulte, tout le tissage des voix ce qui fait qu'on n'a pas uniquement des fables comme on l'a dans les fables classiques, mais un enchaînement de fables qui se font écho, qui se démultiplient, qui démultiplient les récits, les visions d'un même fait, etc. C'est peut-être ce tissage-là qui évoque la personne qui pose la question, mais je surinterprète peut-être. C'est peut-être ça, mais en même temps, j'ai appris à être très prudent pour ce qui est de l'innovation en littérature. Assez souvent, nous considérons comme démarche novatrice là où, en fait, il y a révélation de notre ignorance. Il y a tellement de choses produites que même ce qui me semble nouveau, je peux être sûr que quelqu'un l'a fait quelque part et que, bon, peut-être, c'est moi qui ne le savais pas. Donc, je crois que le lecteur, lui, il n'est pas nécessairement dans l'attente de la reproduction de ses habitudes. Il est aussi parfois, à mon avis, émerveillé parfois de tomber sur des textes qui, tout en ne s'écartant pas des grandes habitudes, lui donnent un autre angle de lecture. Il n'est pas, lui, figé dans ses goûts, il n'est pas figé dans des attentes, il attend aussi parfois que les auteurs parviennent, tout en disant des choses qui ont du sens, à l'étonner. Eh bien, je pense que Samy vient de nous donner le mot de la fin. Il a parlé en moineau, puisque c'est sous la forme du moineau qu'il se caractérisait dans d'autres ouvrages, et on le voit ici superbement. Et on va donc conclure, on va donc terminer à présent, et je vous souhaite bonne écriture, puisque vous êtes sur d'autres chantiers actuellement, d'autres chantiers d'écriture. Et on espère, personnellement, j'espère vous lire à nouveau bientôt. Et je vous remercie pour cette rencontre très agréable d'un samedi matin. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et au revoir au public qui était là activement avec les questions. Voilà. Abdel Laïd est là.